Le dessous des cartes va consacrer 2 numéros au charbon. Alors pourquoi parler du charbon? Parce que cela reste une source d'énergie en fait très utilisée dans le monde, notamment par les puissances émergentes, et parce que cette utilisation est un facteur majeur de pollution. Donc première partie, situation technique, volet historique et présence des mines dans le monde. Contrairement au pétrole, le charbon est assez bien réparti sur la surface du globe. C'est une source d'énergie d'origine fossile, donc épuisable, qui provient de la décomposition pendant des millions d'années de matières organiques, végétales ou animales, et la formation des premiers gisements de charbon remonte à l'ère primaire, environ 200 à 300 millions d'années, et c'est d'ailleurs pour cela que l'on parle d'une ère carbonifère. On dénomme charbon les roches sédimentaires dotées d'au moins 50% de carbone. Et en fait, il faut parler des charbons, à cause des divers niveaux de maturation de la roche. Par exemple, la tourbe a une teneur de carbone inférieure à 50%, c'est un charbon dit à faible maturation. Il y a aussi la lignite et l'anthracite, le meilleur charbon, qui a la plus forte teneur en carbone. Plus il y a de carbone dans la roche, plus le pouvoir thermique du charbon est grand. Donc plusieurs charbons, plusieurs fonctions. Usage domestique pour le chauffage, usage de propulsion, surtout au XIXe siècle, production d'électricité, usage industriel ou sidérurgique. Et si on regarde maintenant les techniques d'extraction, on voit qu'elles varient en fonction de la profondeur du gisement. Par exemple, en Europe occidentale, les gisements sont situés entre 500 et 1200 mètres de profondeur, imposant des mines souterraines, tandis qu'aux États-Unis, en Australie, en Indonésie, la plupart des mines sont à ciel ouvert, avec évidemment des coûts d'extraction moins élevés. Il est impossible de dater avec précision la première utilisation du charbon. On sait qu'il était déjà connu des Chinois à l'âge de bronze, soit 1 millénaire avant notre ère. On trouve des traces de son utilisation sur tous les continents, mais ce n'est qu'à l'époque moderne que la roche noire est véritablement exploitée en Europe. Car à partir du XVIIIe siècle, le charbon contribue à la révolution industrielle. En Angleterre d'abord, puis dans le reste de l'Europe occidentale. Le charbon est alors utilisé dans toutes les nouvelles techniques de l'époque. Machines à vapeur, fabrication de l'acier à l'aide de coques, chemin de fer, premières usines, illumination des villes avec du gaz extrait de la houille. Et ce développement industriel s'appuie au Royaume-Uni sur les gisements abondants de Manchester et Sheffield et du sud de l'Écosse, notamment à Glasgow. En Allemagne, sur les mines de charbon de la Ruhr. En France, les bassins charbonniers se concentrent en Lorraine et le Nord-Pas-de-Calais. La France d'ailleurs est moins riche que ses voisines. Aux États-Unis, le charbon contribue au développement industriel et sidérurgique, mais aussi à l'émergence de mouvements syndicaux avec les premières unions de mineurs. Car autour du charbon, il y a en fait toute une dimension symbolique qui est bien illustrée au XIXe siècle par Germinal de Zola. Le charbon évoque tout à la fois la puissance industrielle, la rivalité entre les États que cela entraîne en Europe, les luttes syndicales et les avancées sociales. Car pour les mineurs, les conditions de travail sont très difficiles et les accidents fréquents. À Courrières, en 1906, un coup de grisou fait plus de 1000 morts. En 1956, à Marcinelle, en Belgique, près de 300 personnes périssent dans la dernière grande catastrophe minière de l'Europe occidentale. En plus des accidents qui sont nombreux, il y a aussi les maladies pulmonaires, comme la silicose, qui est souvent mortelle. La combustion du coke dans les usines à charbon dégage d'intenses poussières qui retombent sur les villes. Et évidemment, on pense au smog de Londres qui, en décembre 1952, entraîne la mort de quelques 4000 personnes. On ne se souvient pas toujours que l'accès aux mines de charbon a été, dans les années 30, un facteur de tension, voire de guerre, entre les États rivaux européens. Et que ce même charbon sera paradoxalement, ou au contraire logiquement, un facteur de paix dans cette même Europe. Ce n'est pas un hasard si les anciens États belligérants en Europe créent en 1952 une Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA,
qui fut la toute première étape de la construction de l'Europe unie. C'est d'ailleurs à cette même époque qu'un basculement s'opère au niveau énergétique avec la montée en puissance du pétrole. L'or noir est liquide et non pas solide, donc il se prête mieux au transport, et son prix alors est très bas et le rend fortement concurrentiel vis-à-vis du charbon. Le pétrole devient l'énergie prédominante aux États-Unis, en Europe, puis progressivement dans le reste du monde. Et comme le charbon, au XIXe siècle, il engendre de grandes tensions géopolitiques. Par exemple en Iran, quand en 1951 le gouvernement de Mossadegh nationalise le pétrole iranien, ou lorsque en Égypte Nasser nationalise en 1956 le canal de Suez, qui était, et qui est toujours d'ailleurs, un point de passage stratégique pour les hydrocarbures et plus largement pour le commerce international. Donc du fait de cette prépondérance du pétrole, les pays développés semblent oublier le charbon comme source d'énergie. Or en fait, en ce début de XXIe siècle, le charbon est toujours très utilisé dans le monde, car pour nombre de pays, il reste un facteur majeur de développement. Donc quelle est la situation aujourd'hui et où se trouvent les réserves? Tout type de charbon confondu, 82% des réserves mondiales prouvées sont détenues par seulement 6 pays. États-Unis, Russie, Chine, Australie, Inde, Afrique du Sud. Mais ces réserves prouvées ne sont qu'une partie des gisements connus et exploitables. Il faut aussi prendre en compte les ressources qui correspondent à des charbons encore inexplorés, mais potentiellement utilisables dans le futur. Par exemple, si la demande de houille augmentait pour la production d'électricité, les pays producteurs pourraient avoir intérêt à prospecter d'autres ressources qui rejoindraient alors le rang des réserves prouvées. Regardons maintenant les pays producteurs. À l'époque du choc pétrolier de 1973, la production de charbon se concentre encore en Europe occidentale, dans les Appalaches, aux États-Unis et en URSS. Mais la situation s'est transformée depuis, car avec la montée des économies émergentes, de nouveaux producteurs apparaissent. En 2007, la production est principalement concentrée en Chine, aux États-Unis, en Inde, en Australie, en Russie et en Afrique du Sud. On constate une augmentation de la production de charbon depuis les 30 dernières années, et en particulier entre 2000 et 2007, mais avec de grosses disparités. Depuis 2000, la croissance de la production des pays de l'OCDE a augmenté de 6,5%, mais celle de l'Inde de 45%, celle de la Chine de 100% et celle de l'Indonésie de 200%. Alors ces chiffres étonnants que nous avons trouvés dans le British Petroleum Statistical Review ne sont en fait que le reflet des taux de croissance économique. Le charbon est très utilisé par les pays émergents et notamment les pays asiatiques. Une telle croissance de la demande a un impact sur les réserves prouvées. Et au rythme actuel d'extraction, un pays comme la Russie disposerait de plus de 500 ans de production, les États-Unis de plus de 230 ans, l'Afrique du Sud d'environ 200 ans, l'Inde de 130 ans et la Chine environ 50 ans. Alors évidemment, ces évaluations peuvent varier en fonction du type de charbon et en fonction de l'importance de la demande. Mais ces disponibilités éloignent les perspectives du pic. Le pic, c'est le moment où la production mondiale va commencer à décliner du fait de l'épuisement des réserves exploitables. Et donc, il serait bien plus proche pour le gaz naturel, environ 65 ans, et pour le pétrole, 40 ans. Voilà, on l'a compris, le charbon a un bel avenir devant lui, compte tenu des usages multiples auxquels se prête la roche noire, compte tenu de son prix, et compte tenu de sa disponibilité un petit peu partout dans le monde. Dans un prochain numéro, je prendrai l'exemple d'un pays comme la Chine, gros producteur, gros consommateur, avec ses voies ferrées encombrées par les trains remplis de charbon. Je vous montrerai des cartes des énormes émissions de CO2 qui viennent de sa combustion et je vous décrirai les techniques qui permettent d'espérer la fabrication d'un charbon à peu près propre.